Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre, en fait, cette conférence avec Monsieur Luc Gagnon et Madame Isabelle Prévost. Donc, à vous l'honneur. Bonjour, je vais partager la présentation. Luc, veux-tu demander le contrôle pour compléter? Parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation sur les environnements intelligents, sur la SARZEN, qui est un environnement intelligent qui vise à gérer de l'agriculture. Donc, je suis Isabelle Prévost, je suis spécialiste en intelligence artificielle pour le CIMEC et je vais être accompagnée dans la présentation par Luc, qui est professeur dans le département d'horticulture du Collège Lionel Groulx. Donc, on travaille tous les deux en collaboration sur le projet de SARZEN. Pour commencer la présentation, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des serres intelligentes, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité de tout ça. Ensuite, je vais vous parler de la conception des zones de culture, des aspects qu'on a pris en considération pour les faire. Et en troisième étape, Luc va vous parler des expérimentations qui ont été faites au niveau des cultures dans nos serres. Et finalement, on va vous parler des axes de recherche qu'on veut aborder dans le futur. Alors, pourquoi? Pourquoi des serres intelligentes? Pour commencer, apparemment, l'agriculture serait quand même importante pour la majorité des humains sur la planète. On doit tous se nourrir, qu'on habite à Montréal dans le béton ou dans le nord, dans la neige presque perpétuelle. Donc, peu importe le cas, on veut pouvoir produire nos légumes et de plus en plus, il y a l'importance d'avoir une alimentation locale. Donc, on veut pouvoir produire à côté de chez nous, dans notre béton à Montréal, par exemple. Et parallèlement à ça, un des autres défis, c'est que avoir accès aux connaissances, les comprendre et les mettre en place pour avoir une production intéressante au niveau des plantes, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas tous nés avec un pouce vert, malheureusement. Donc, le but un petit peu du projet, c'est de fournir un outil à peu près clé en main pour pouvoir permettre une agriculture locale qui serait soit une monoculture pour des grosses installations ou une agriculture diversifiée pour, par exemple, une famille qui pourrait avoir son bac de légumes pour toute l'année. En parallèle, on veut pouvoir rendre disponibles des technologies et on veut que le système soit assez flexible pour des gens qui s'y connaissent bien, pour qu'ils puissent ajuster ça comme ils veulent, mais on veut aussi que ce soit assez autonome pour permettre à des amateurs de ne pas trop s'en occuper. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de monter un prototype qui allie des objets connectés et les connaissances des agronomes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est un environnement fermé, ou à peu près, qui est isolé de l'extérieur, et on veut y installer beaucoup de capteurs, d'actuateurs et d'équipements. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est caractériser l'environnement, donc super bien connaître toutes les conditions environnementales, puis on peut aussi mettre en place une série de contrôles basés sur des connaissances de référence en agronomie pour obtenir une bonne productivité. Donc, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de tester différents scénarios. Donc, par exemple, en connaissant très bien les caractéristiques environnementales dans lesquelles les plantes poussent et en les contrôlant bien, on peut tester différentes méthodes d'automatisation et différentes méthodes de culture, puis on va pouvoir comparer les scénarios pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien dans quel contexte. Alors maintenant que vous savez pourquoi on veut faire des serres intelligentes, je vais vous parler un peu de la conception qu'on a faite à ce niveau-là. Ce que vous voyez dans l'image ici, c'est 4 bacs qui sont des prototypes de montage. Chaque bac est contrôlé de manière individuelle. Donc, on pourrait cultiver des plantes différentes dans chaque bac. Et
que je vais faire maintenant, c'est que dans les prochaines minutes, je vais vous parler de comment on a fait les montages, quel capteur on a mis, puis aussi de comment on fait l'automatisation au niveau des bacs. Alors, cette automatisation-là, en ce moment, est presque entièrement basée sur des tableaux de référence qui nous ont été fournis par Luc, notre agronome. Puis, il faut savoir que chaque type de plante a une recette idéale de conditions environnementales. Puis là, je vais vous en dire un peu plus là-dessus pour que vous compreniez à quoi ça sert. Dans le fond, une plante, pour être en santé, pour être productive, elle a besoin d'un certain équilibre. Elle a besoin d'un équilibre entre l'énergie qu'elle produit et l'énergie qu'elle dépense, puis elle a besoin d'une certaine quantité de stress, mais pas trop. Si on ne respecte pas ces équilibres-là, ce qui va se passer, c'est que soit la plante va être trop végétative, donc elle va faire beaucoup de feuilles et très peu de fruits, ce qui serait idéal, par exemple, pour une laitue, mais pas du tout pour une tomate. Sinon, elle pourrait aussi être trop générative. Donc, ce qui veut dire qu'elle va essayer de faire beaucoup de fruits, mais qu'elle n'aura pas assez de feuilles pour fournir l'énergie pour soutenir la production des fruits. Donc, elle ne sera pas très efficace. Donc, c'est les équilibres, on parle des équilibres de conditions environnementales beaucoup pour, dans le fond, qui permettent la photosynthèse, la production d'énergie. Ces conditions environnementales-là sont la température de l'air, l'humidité dans l'air, le CO2. Il y a des mesures différentes pour le jour et la nuit. Ça va être la quantité d'eau qu'on ajoute aux arrosages, la fréquence des arrosages, la quantité de fertilisants dans l'eau et le pH de l'eau. Donc, tous ces éléments-là sont en équilibre. Puis, si on en déplace un, si on a un qui varie, en théorie, il faudrait ajuster tous les autres pour que l'équilibre soit maintenu. Les tableaux de référence dont je vous ai parlé tantôt sont exactement sur un point d'équilibre, mais ils ne nous permettent pas nécessairement de gérer les dérives des éléments. Donc, c'est un petit peu un des objectifs de l'automatisation, c'est de pouvoir contrôler les événements pour gérer les dérives et garder l'équilibre. Alors, revenons à nos jolis montages. Les bacs que vous voyez en ce moment sont dans un conteneur qui est équipé d'une thermopompe et d'un humidificateur. Donc, on a le contrôle sur la température et l'humidité dans l'air. Et on a aussi une deuxième version qui est dans une tente intérieure, donc sans la thermopompe et l'humidificateur, ce qui fait qu'on n'aura pas ces contrôles-là. Par contre, à l'intérieur des deux installations, on va avoir des capteurs qui lisent la température, l'humidité de l'air et la quantité de CO2 dans l'air, donc qui vont permettre la photosynthèse. Et pour les contrôler, on va essayer de viser à maximiser la productivité, mais aussi à réduire autant que possible la consommation d'énergie. Donc, par exemple, en été, on va essayer de réduire la climatisation. Ensuite, chacun des bacs que vous voyez sont équipés d'une lumière qui est contrôlée individuellement. Donc, la lumière a été sélectionnée pour les besoins de la plante, pour les longueurs d'onde, mais on va aussi ajuster la longueur de l'éclairage en fonction de la température, par exemple. Les bacs contiennent aussi des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui sont reliés à des bacs, des réservoirs d'eau. On va faire des arrosages seulement quand le sol est assez sec. Et on va arroser pour que le sol ne soit pas trop mouillé et qu'on réponde aux besoins des plantes, selon l'humidité dans le sol. Ensuite, on va aussi ajouter des fertilisants dans cette eau-là et on va ajuster les fertilisants en fonction de la conductivité électrique dans le bac d'eau, mais aussi de la conductivité électrique dans le sol, donc la quantité de nutriments avec lesquels les racines sont en contact. On a aussi mis en place dans nos conteneurs des ventilateurs pour faire une bonne ventilation, ce qui évite de créer des microclimats. Et on a mis en place des systèmes d'imagerie, comme vous allez pouvoir voir dans la présentation. Presque toutes les images sont tirées de nos expériences. Et finalement, on a ajouté un système de surveillance qui nous permet de détecter quand, par exemple, il faut aller faire de la maintenance humaine, par exemple, ajouter de l'eau dans les bacs d'irrigation, ou encore détecter les situations vraiment problématiques, comme s'il faisait vraiment trop chaud, on voudrait éteindre tous les systèmes pour éviter que les plantes sèchent et brûlent. En plus de tout ça,
on a mis en place une interface utilisateur qui permet de voir les valeurs des capteurs à travers le temps. Donc, ça nous permet de faire un contrôle serré, de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si tout va sur des roulettes. Puis, ça nous permet aussi de générer des mesures supplémentaires qui vont être extrapolées de différentes valeurs. Donc, ça permet aux agronomes de voir les images et de suivre les valeurs à distance en tout temps. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo d'une culture qu'on a fait dans notre conteneur de 2 types de plantes de tomates. Et voilà. Et maintenant que je vous ai présenté les montages et le contrôle, je vais donner la parole à Luc pour qu'il vous parle des expériences qui ont été faites. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter les différentes étapes du processus agronomique pour la bonne réalisation de cette expérimentation. Tout le monde m'entend bien, je pense. Alors, commençons par la première étape, donc, qui était le choix, en fait, le choix des catégories de végétaux à faire pousser dans le conteneur. Il est impératif de bien choisir les catégories, puis ensuite les variétés que nous voulions faire croître dans ces systèmes de production, dont tous les paramètres sont bien contrôlés. Les choix se sont arrêtés sur des familles de légumes dont les paramètres de production tout au long de la croissance étaient similaires. Alors, afin de nous permettre de créer un environnement optimal de production pour les variétés de légumes ayant ces mêmes besoins. Nous avons ainsi pu créer un climat chaud pour la famille des solanacées. Alors, on trouve dans cette famille-là les tomates, les poivrons, les aubergines. Et par la suite, nous avons pu aussi créer un climat froid. Donc, des tableaux qui représentent les besoins de cette famille-là. Des familles où on a un climat plus froid. Je parle des astéracées, les brassicacées, dont les laitues, verdurettes, choux, kale, crucifères asiatiques font partie. Alors, c'est sur ces deux catégories-là que je vais vous entretenir. Voici le tableau en question. Donc, ainsi, on a dressé un tableau des paramètres de culture offrant les conditions optimales pour la production pour chacune des variétés. Ici, on voit le tableau de la tomate. Donc, c'est donc sous forme de tableau que nous retrouvons l'ensemble des exigences au niveau des paramètres de production. Il a suffi par la suite d'appliquer à chaque stade de croissance les conditions optimales pour la culture. Ainsi, et comme mentionné par Isabelle précédemment, nous avons identifié les paramètres suivants en fonction du stade de croissance. Donc, selon le tableau, ici, nous avons température, humidité relative, luminosité, photopériode, teneur en CO2, pH eau et sol, salinité, et nous allons en identifier d'autres aussi. Et on voit par rapport à chaque stade de croissance, donc croissance végétative, floraison, récolte. Donc, c'était relié, chaque paramètre est relié au stade de croissance que la plante évolue. Par la suite, l'étape de propagation sexuée, donc le semis, devait commencer. Alors, nous avons donc effectué sous serre des semis de différentes variétés choisies pour l'expérimentation. Nous avons utilisé des insertions appelées en plug dans le jargon agronomique. Donc, c'est des insertions de mousse de tourbe compressée de 4 cm environ de diamètre pour effectuer le semis. Ces insertions nous permettent une grande efficacité et ça permet aussi de diminuer le stress du repiquage ou du rempotage, si vous voulez, lors du montage de l'expérimentation. Puisqu'on plante directement l'insertion dans le sol, dans le substrat, directement sans affecter le système racinaire. Donc, on ne brise pas le système racinaire. La reprise est plus rapide. Ensuite, ces semis ont été placés sous un dôme afin de maintenir une humidité relative de 80% ou plus. Et par la suite, nous avons placé ce cabaret, le plateau, donc ces semis, sur un tapis chauffant, permettant de maintenir une température entre 21 et 24 degrés, autant la température du sol que la température de l'air. Donc, prochaine étape, la plantation dans les bacs. L'exemple de la tomate ici. Alors, on voit le bac que vous avez vu tout à l'heure dans les photos dans le conteneur. Donc, le substrat de plantation était composé de 60% de mélange de mousse de tourbe, perlite et vermiculite. Et nous avons amendé ce dernier avec 40% de compost.
Cette façon de faire, ça augmente la valeur nutritive du sol et diminue aussi les risques de carence minérale en début et tout au long de la production pour notre expérimentation. Nous avons par la suite implanté 2 plants de tomates par bac, ce qui correspond, selon nos calculs, à 10,5 plants par mètre carré, qui ressemble un peu à ce qu'on a comme densité dans l'industrie. Et enfin, finalement, un système d'irrigation spaghetti est installé et relié à la solution nutritive de chacun des bacs. Maintenant, je vais parler un petit peu de rendement. Je m'attendrai sur une variété par climat. Donc, ici, pour la tomate, le rendement en conteneur pour la variété Tutti Frutti, je mentionne que c'est une cerise moyenne, donc, et c'est dans notre climat plus chaud, a été de 8,1 kg par mètre carré pour une récolte sur 20 semaines. Le 20 semaines est aussi important. Je vais aller tout de suite comparativement au rendement moyen en serre de polyéthylène double pour la variété Beefsteak, qui est une grosse variété, était de 20 kg par mètre carré pour une récolte sur 30 semaines. Okay. Donc, les causes probables de ce résultat pour l'instant, premièrement, que l'unité de comparaison pour le rendement moyen est sur une période de 30 semaines, comparativement à nous de 20 semaines. Deuxièmement, que c'est différent au niveau de la variété. Les cerises moyennes, Tutti Frutti et le beefsteak ont quand même des poids différents. Donc, ça a eu aussi une incidence. Vu que c'était nos premières variétés testées, nous allons probablement tester des variétés plus grosses, du type beefsteak, les prochaines expérimentations. Et enfin, étant notre première expérimentation, il y a eu tout au long de la production quelques ajustements au niveau des équipements, bien sûr. Ajustement des paramètres de croissance aussi, température, système d'irrigation, solution nutritive, tout ça en fait que notre culture a varié au niveau des rendements. Par contre, je peux affirmer que pour les prochaines expérimentations, nous dépassons certainement ce 20 kg par gramme par mètre carré en moins de semaines. Parce que lorsque nous avons maintenu les températures, les conditions optimales pendant un temps assez prolongé, nous avons pu observer une très grande croissance des plants, donc une croissance accrue, donc ce qui équivaut à un rendement beaucoup plus élevé vers la fin. Donc, nos ajustements nous ont peut-être fait ralentir au niveau de notre rendement. Ici, vous voyez les tomates à gauche, en bas de l'écran, vous voyez le début de la récolte pour la tomate cerise. Maintenant, je vais vous parler au niveau du rendement de climat plus frais, donc pour la laitue. Le rendement de conteneur a été de 26 laitues par mètre carré sur une production de 8 semaines. Il faut préciser que notre bac de culture contenait 5 laitues pour une surface totale en mètres carrés de 0,19 mètres carrés. Comparativement à ce qu'on voit dans l'industrie, c'est 5 laitues par mètre carré dans un rendement de moyen pour un tunnel. Donc, le résultat est assez exceptionnel à ce que je peux voir au niveau du rendement. La densité de plantation des laitues était un peu élevée dans le bac, mais comme nous allons voir dans la prochaine diapo, elles étaient très belles et luxuriantes pour la récolte. Donc, peut-être à modifier la prochaine expérimentation si nous restons avec les laitues, ça de modifier un peu la densité, donc afin d'éviter l'étiolement, les risques de maladies fongiques ainsi que les risques d'étiolement pour la fin de récolte. Ces laitues-là avaient quand même un bon port. Vous allez voir la photo, je vais aller tout de suite. La photo ici. Vous voyez, donc, qui n'en voudrait pas? Elles sont luxuriantes, elles sont belles et un peu denses. Si nous avions laissé un peu plus longtemps, on aurait peut-être eu des problèmes de fongiques ou des problèmes d'étiolement. Donc, la laitue aurait peut-être un peu de qualité. On peut aussi la récolter si on le voulait dans ces productions-là, si c'était chez des personnes indépendantes, donc de récolter feuille par feuille pour les consommer, pour la consommation. Donc, vous voyez, le bac, il éclate pratiquement de côté, tellement elles sont nombreuses. Par la suite, donc, au niveau de la fertilisation, l'autre étape, donc une fertilisation sous forme liquide a été utilisée pour cette première expérimentation, des apports en azote, phosphore et potassium, adaptés à chaque stade de croissance à partir de produits hydroponiques ont été utilisés.
Ça nous a permis d'avoir une croissance très active des différentes variétés, autant les tomates que les laitues, les quais et tout ça, et sans carence vraiment. Donc, on a alimenté en éléments minéraux les cultures en mode de fertigation. Fertigation, ce qui signifie qu'un apport nutritionnel a été fait à chaque irrigation. On me dit qu'il me reste 10 minutes, je vais accélérer. La croissance a été principalement très marquée chez la laitue et les choux kale dans le système de production soumis au climat plus frais. Par contre, pour ce qui est du système de production à climat plus chaud, ce sont les tomates comparativement aux poivrons qui ont eu une croissance très marquée. Il faut quand même préciser que les plants de tomates ont un port plus large que ceux des poivrons et donc on fait de l'ombrage. Alors, il y a des ajustements à faire à ce niveau-là. Nous n'avons pas remarqué de carence visible sur les plants tout au long de la croissance, ce qui nous permet d'affirmer que nos plants, nos légumes ont très bien réagi aux produits hydroponiques que nous avions choisis. Enfin, donc, dernier aspect de l'expérimentation, pour moi, la phytoprotection et la lutte contre les pathogènes. Malgré le contrôle des paramètres, il y a tout de même l'apparition de certains désordres physiologiques, maladies et insectes. Nous avons vu l'apparition de pucerons avec une prolifération très rapide sur les poivrons et les choux kale. Les causes probables, en fait, de l'apparition de ces pucerons sont soit qu'ils ont été apportés par les plantules qui ont été plantées lors de la plantation, ou encore par des personnes interposées ayant eu un contact extérieur avec des pucerons. Donc, il faut être très vigilant pour la prochaine expérimentation. Comme les traitements, nous avons utilisé simplement un savon insecticide biologique avec de la pyrétrine pour contrôler ces pucerons. Des applications constantes ont permis finalement de contrôler la population très bien. Nous avons eu aussi des problèmes fréquents qu'on voit chez les producteurs maraîchers, soit le blanc, l'oïdium. Alors, souvent les causes de l'apparition de ce champignon est due à une densité trop élevée et un faible échange d'air. Donc, les laitues auraient pu commencer à avoir facilement du blanc. Alors, nous allons espacer et comme traitement, c'était simple, bicarbonate de soude plus eau pour le traiter. Sur ce, je repasse la parole à ma collègue Isabelle. Merci beaucoup, Luc. Maintenant qu'on vous a parlé des expérimentations, on va parler de nos principales conclusions. Donc, au départ, notre objectif, c'était d'avoir un environnement isolé de l'extérieur qui était très bien équipé et qui permettait de faire des automatisations, des contrôles automatisés. Donc, globalement, on peut cocher tout ça sur notre liste. On a des montages fonctionnels, on a des contrôles intelligents en place. Et malgré qu'on soit en phase prototypage, on a quand même réussi à avoir des rendements intéressants au niveau des plantes. Alors, par la suite, on veut continuer nos recherches en plusieurs volets. Le premier volet est l'agriculture, donc je vais redonner la parole à Luc. Merci Isabelle. Afin de pousser plus loin l'expérimentation, nous allons explorer d'autres possibilités au niveau des variétés de légumes ainsi que différentes techniques de production. Première piste, utilisation de l'espace maximal. Donc, nous allons effectuer des choix de végétaux et de variétés avec différents ports permettant de combler tous les espaces vides que nous avons dans le contraire. Ce qui veut dire que nous allons utiliser des plantes à port dressé, des plantes à port grimpant, des grimpantes, pardon, et aussi des couvre-sols. Donc, pour occuper l'ensemble du conteneur et augmenter les rendements. Deuxième piste, utilisation de fertilisants liquides biologiques cette fois-ci, puisque l'objectif étant de produire au sein de ce système une agriculture de proximité, mais aussi biologique et sans pesticides. Nous allons tenter de faire avec les fertilisants biologiques qui sont un peu plus aqueux, quand même, ajuster les systèmes de production. Ce qui m'amène à la troisième piste, c'est l'application d'une lutte biologique avec l'introduction d'auxiliaires. Donc, étant dans un espace fermé déjà et bien contrôlé, il va être facile pour nous d'introduire des auxiliaires prédateurs et parasitoïdes pour contrôler, par exemple, les pucerons que nous avons eus. Donc, ça termine un peu le plan futur pour l'agronomie. Je passe la parole à Isabelle pour la conclusion. Donc, pour conclure, au niveau des installations, nos futurs plans sont premièrement d'élaguer les capteurs pour sélectionner ceux qui sont les plus pertinents à l'automatisation et à la caractérisation pour réduire les coûts.
Ensuite, on veut autant que possible réduire la consommation d'intrants, que ce soit les fertilisants, l'eau, les pesticides ou l'électricité. On veut aussi améliorer notre interface graphique pour le rendre plus flexible et pour qu'il nous donne plus d'informations sur ce qui se passe, la détection d'anomalies et toutes ces choses comme ça. Et finalement, on veut mettre en place des nouveaux modules d'intelligence artificielle dont l'analyse d'images pour, par exemple, détecter les fruits mûrs, les insectes ou les maladies. Et le plus gros morceau, ça va être l'intégration de machine learning pour capturer la dynamique des systèmes des plantes, mais aussi des serres, pour que le système puisse faire des recommandations par la suite sur les conditions environnementales à mettre en place pour obtenir le meilleur rendement possible. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux. On va prendre les questions dans le chat si vous en avez. Donc, je vous invite à nous écrire dans le chat qui se situe à côté de l'écran. Comme on a un petit délai, là, M. Gagnon et Mme Prévost, on va attendre un petit 30 secondes pour s'assurer que les gens n'ont pas écrit dans le chat. On va attendre que les questions arrivent, mais somme toute, je voulais vous dire merci. C'est très intéressant comme sujet. On en apprend à tous les jours et votre conférence était très, très enrichissante. Pas juste pour moi, j'imagine, là, pour tous ceux qui étaient là sur le live. Merci beaucoup. Donc, ça nous fait plaisir. On n'a pas de questions dans le chat. Donc, on va attendre encore un petit 30 secondes juste pour être sûr que... Donc, non, on n'a pas de questions dans le chat. Donc, je pense que c'était très clair comme présentation. Là. Les gens pourront aussi réécouter le tout en rediffusion. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Vous. Donc, on va attendre quelques petits